Bonjour Diana, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation sur l'émission Hadissi, produite par le réseau Lahiki. Comme tu le sais, cette émission a pour but de présenter les parcours des personnes qui ont contribué directement ou indirectement à l'association Réseau Lahiki, ou du moins tout le milieu associatif. Et aujourd'hui, comme je t'avais dit depuis un petit moment, c'est essayer d'échanger avec toi pour avoir ton retour sur ton parcours, ton expérience, ton retour à Mayotte, ton insertion ici, les conseils que tu pourras donner. Et si tu as des conseils, des points de vue à donner sur la situation à Mayotte pour informer ceux qui sont encore hors de Mayotte, c'est bienvenu. Ok? Ok. Je vais te laisser d'abord te présenter. Du coup, moi je m'appelle Diana Mhadjou, j'ai 27 ans et je viens de Mtsapéré, à Doujani plus précisément. Ok. Doujani, ok, c'est très bien. C'est ça. Très connu. Très connu. Il y a des bons profils là-bas. Il n'y a pas que du mauvais, malgré ce qu'on dit. Je confirme. Voilà. Donc, et la deuxième question, c'est comment tu as connu l'association Réseau Lahiki? Alors moi, je faisais une partie de mes études à Nîmes et en même temps à Montpellier. Et j'avais des connaissances du coup sur Montpellier, parce que c'est là-bas que j'allais à l'école, mais j'étais en alternance sur Nîmes. Et j'avais envie de rencontrer des gens qui étaient un peu dans la même situation que moi, donc qui venaient de Mayotte et qui étudiaient. Mais je trouvais pas d'informations en fait. Sur une potentielle association. Je savais qu'à Montpellier, il y en avait une, donc j'ai contacté l'association des étudiants mahorais de Montpellier pour savoir si éventuellement il y en avait une sur Nîmes, et il n'y en avait pas. Et puis après, du coup, ça a fait un petit peu le lien avec Réseau Lahiki, parce qu'après, il y avait quelques personnes qui sont venues sur Nîmes, et puis c'est comme ça que j'ai connu l'association. Mais c'est vrai que de base, je ne connaissais pas du tout. Comme je t'ai dit, c'était une des raisons justement pour lesquelles on a créé le Réseau Lahiki, c'est que il y a des villes où il y a des associations, mais il y en a où il n'y a pas d'association. Donc c'est essayer de mettre en lien les étudiants qui sont dans la même ville, essayer le temps qu'ils sont là-bas, de se rencontrer, d'échanger en cas de besoin, mais surtout montrer aux étudiants qu'ils ne sont pas tout seuls. Surtout en cas de difficulté, il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent justement leur porter assistance, les aider, ne serait-ce que pour un simple conseil. Donc c'est vraiment la base, l'ADN de l'association Réseau Lahiki. Ok, et je rebondis sur ce que tu as dit pour enchaîner sur la troisième question. Tu nous as dit que tu étudiais à Nîmes, et comment ça se passait? Est-ce que tu nous parlais de ton parcours depuis ton départ à Mayotte? Voilà les études que tu as fait, l'expérience que tu as eue, si tu as eu des stages, etc. Alors moi, j'ai fait un bac ES. Ensuite, je suis partie 2 ans à La Réunion, à l'IUT de La Réunion. J'ai fait un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Suite à ça, j'ai un peu fait une année off, on va dire, parce que je savais plus ou moins dans quoi je voulais m'orienter, parce que dans le cadre de mon DUT, j'avais fait des stages en RH, donc je savais plus ou moins que c'était ça que je voulais faire, mais les stages, ça ne m'avait pas permis de voir énormément de choses non plus. Donc, après mon DUT, j'ai fait 7 mois, je crois, de formation en RH. Je suis retournée en métropole, c'est là que je suis allée à Nîmes. Et j'ai fait un stage dans le cadre de cette formation. Et à la fin de ce stage, j'ai été prise en alternance, donc à ADECO, qui est une agence de recrutement, d'intérim et de placement. J'ai été prise en alternance pour ma 3e année. Du coup, j'ai repris un parcours classique, entre guillemets. J'ai fait ma 3e année en alternance. Ensuite, j'ai intégré un master, toujours en alternance, dans une école de commerce qui est sur Montpellier, je pense que tu connais, Montpellier Business School. Et du coup, j'allais à l'école sur Montpellier 1 à 2 semaines par mois, ça dépendait. Et puis après, tout le reste du temps, je travaillais sur Nîmes. Donc j'ai alterné comme ça. Et tu as dit que c'était en alternance, du coup, entre Nîmes et Montpellier, comment ça se passait le trajet? Parce que de mémoire, il faut prendre le train, ou c'est à peu près 30 minutes de train. Donc, Exact. Alors la chance que j'avais, c'est que j'avais une cousine à moi qui était dans la même école. Du coup, de temps en temps, soit je crêchais chez elle pendant 1 semaine ou 2, ou de temps en temps, je faisais des colocations avec les gens que j'avais rencontrés dans ma classe, en fait, tout simplement dans ma promo. Puisqu'on était énormément, vraiment énormément à venir d'un petit
peu partout de la France. Il y en a qui venaient de Paris, il y en a qui venaient de Lille, il y en a qui venaient de Marseille, il y en a qui venaient de Lyon. Vraiment toutes les villes possibles et inimaginables. Et comme c'est qu'une semaine, en fait, et on a déjà la planification en avance, ça peut nous donner la possibilité de nous organiser. Est-ce qu'on prend un Airbnb? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est sur place? Et la plupart du temps, ce qu'il y avait, c'est on avait des groupes justement avec nos promos ou avec les gens de notre école, vu qu'à partir du master, tout est en alternance. Du coup, en fait, il y en avait plein qui fonctionnaient comme ça. Au moins, ça évite de se limiter par rapport aux alternances si on a une idée précise, parce que si on veut rester qu'à Montpellier, après, à un moment donné, c'est vite bouché, quoi. Ça, c'est très bien ça, parce que en parlant de ça aussi, tu montres qu'il y avait, tu ne t'es pas resté enfermé. Parce que moi, l'une des raisons aussi, ce qu'on reproche aux associations, c'est que quand un jeune sort de Mayotte, on reste qu'entre nous. On n'est pas ouvert. Tout ce qui est colocation, c'est pas encore très bien vu par les jeunes de Mayotte, surtout ceux qu'on accompagne. Du coup, si tu étais en colocation, tu t'organisais avec tes collègues de promo. Exact. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. C'est des réflexes que nous, on essaie d'inciter les jeunes à avoir ça. Et voilà, c'est très très bien. Et comment ça se passait à l'école Business School? Comment c'était au début pour l'adaptation? Au début, c'était un petit peu particulier parce que c'est un fonctionnement qui est quand même différent. C'est une école de commerce, quoi. Donc, vraiment, il y a aussi une autre mentalité que le public, parce qu'à l'IUT, c'était public, du coup. Il y a aussi une autre façon de penser, mais c'était quand même sympa. On fait des belles rencontres. C'est des gens qui travaillent dans des entreprises vraiment très, très intéressantes, qui font des choses vraiment très intéressantes. Honnêtement, pour le réseau, c'est vrai que c'est top, quoi. C'est top. Il y en a qui travaillent à Total, il y en a qui travaillent à la RATP, il y en a qui vont travailler pour Airbus, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Mais la plupart, ils ont vraiment des postes super intéressants avec des vraies responsabilités. C'est pas juste la personne qui va faire le café, le machin. Non, c'est vraiment des gens qui sont pris en compte, pris en considération et à qui on offre vraiment des belles opportunités professionnelles. Et pour la plupart, il y en a qui sont restés dans les entreprises dans lesquelles ils étaient en alternance. D'accord, nous c'est... tu parles ça de manière, pas joyeuse, j'ai envie de dire, mais ça veut dire qu'avec les parcours que tu as fait, tu aurais pu avoir beaucoup d'opportunités en métropole ou voire même à La Réunion. Je pense que oui. Je pense que oui. Et l'une des raisons aussi, des choses qui me fait peur, c'est que moi, la plupart des étudiants qui partent en métropole ou à La Réunion, ils partent parce qu'il n'y a pas les formations qu'ils veulent faire ici. Parce que soit il n'y a pas les formations, soit les places sont saturées. Et le plus gros danger, c'est qu'ils ne reviennent pas. Oui. Ils ont fini leurs études, ils ne reviennent pas. Donc, avec le parcours que tu as fait, effectivement, tu aurais pu avoir beaucoup d'opportunités. Et là, ça nous mène à la question... Mais je peux juste apporter une petite précision. Moi, du coup, j'ai été diplômée l'année Covid. L'année Covid, donc en fait ça a déstabilisé vraiment pas mal de choses et du coup en termes d'emploi, après je t'avoue que moi j'avais déjà dans l'idée de rentrer, donc je regardais pas de façon attentive, mais je regardais quand même si jamais il y avait quelque chose qui pouvait vraiment m'intéresser parce que j'avais une idée de ce que je voulais. Donc je regardais comme ça, je ziotais de temps en temps, mais en fait à cause du Covid, c'était pas vraiment des opportunités, c'était pas des choses qui moi m'intéressaient personnellement et qui me donnaient envie de rester, qui me motivaient. Et du coup, ça m'a confirmé encore plus dans l'idée de rentrer. Je me suis dit, je rentre. En plus, l'atmosphère en métropole, elle était pas forcément top à cette époque-là, et je me suis dit, je préfère être auprès de la famille, et je sais que j'aurai toujours quelque chose. Et puis j'ai commencé à contacter avant même de rentrer certaines entreprises. D'accord, ça c'est très bien. Tu as fait une démarche déjà de prospection, parce que beaucoup arrivent ici et en arrivant ici, c'est là qu'ils disent il faut que je cherche. Mais toi, tu as entamé tes recherches depuis là-bas. Ça c'est très bien. Ça nous ramène, comme je t'ai dit, à la question suivante. Comment s'est passé ton retour ici? Là, tu viens de me dire que c'était pour essayer de te rapprocher de ta famille, ce qui est normal. Mais comment s'est passé justement ton retour aussi? Alors moi, initialement, juste pour remettre un peu dans le contexte, au début, j'avais pas du tout dans l'idée de rentrer de suite. Je voulais rentrer à Mayotte, mais je voulais quand même rester un petit peu, parce que mon alternance, je me voyais plus continuer là où j'étais. Pour moi, j'étais quand même arrivée au bout et il y avait plus rien d'autre qui m'intéressait là où j'étais. Je sentais que j'allais pas forcément m'épanouir. Du coup, je me suis dit, je reste quand même en métropole. S'il y a quelque chose qui peut potentiellement m'intéresser, me plaire, je prends et ça fera toujours un bagage supplémentaire après mon alternance. Et puis après, au bout de 2-3 ans, je prépare tranquillement mon projet de rentrée. Mais du coup, le Covid, ça m'a donné envie de rentrer beaucoup plus tôt.
Et avant même de rentrer, j'ai commencé à zioter un peu ce qui se passait en termes d'emploi sur Mayotte. Je cache pas qu'au début, il n'y avait pas forcément l'offre, il n'y avait pas forcément le poste que je voulais, l'idée que j'avais, mais j'avais dans l'idée de rentrer et je me suis dit de toute façon, en étant sur place, je vais rencontrer des gens, je vais savoir ce qui se passe un petit peu partout. Enfin voilà, l'île, elle est quand même petite. Donc même si à l'heure actuelle, je trouve pas forcément ce qui me plaît là maintenant tout de suite, c'est quand même des tâches et des missions qui peuvent m'intéresser. Donc j'y vais et puis après, je verrai. Autant finalement, je vais beaucoup aimer, je vais préférer rester là plutôt que de repartir en RH par exemple. Et du coup, j'avais eu contact avec une première entreprise, j'ai commencé à passer un entretien à distance qui s'était très bien passé, j'avais été prise mais finalement j'ai décliné parce que j'avais trouvé autre chose qui me plaisait, qui m'intéressait un petit peu plus. Donc je suis partie là-dessus et quand je suis arrivée en février, j'ai commencé à travailler 2 ou 3 mois après je crois. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour cette première entreprise et puis bon c'était pas vraiment ce que je voulais faire, enfin sur le long terme je me voyais pas du tout et j'ai vu passer du coup l'opportunité au CHM puisque actuellement je suis au CHM en tant que consultante en recrutement. Donc sur un nouveau projet, sur un service qui venait tout juste d'être créé pour tout ce qui est recrutement, attractivité et fidélisation des salariés dans le médical, des agents sur le médical et le paramédical. Et je me suis dit, moi c'est ça qui m'intéresse. Et du coup j'étais toujours dans mon ancienne entreprise, mais ils savaient déjà que que je voulais partir. J'attendais de voir un petit peu ce qu'il y avait. Et puis ça tombait bien, mon contrat n'avait pas été renouvelé. Du coup, entre-temps, j'avais déjà commencé des démarches avec l'hôpital. Et en fait, j'ai été prise. Donc mon contrat s'est arrêté là où j'étais avant. Et j'ai eu 1 mois de coupure. Et puis après, j'ai enchaîné direct. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le service dont tu travailles actuellement au CHM, c'est spécialisé dans le recrutement. C'est ça. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que les études que tu as fait ou tu as fait quelque chose par défaut? Par là, je pensais à ceux qui arrivent ici et qui sont dans l'enseignement sans être péjoratif, mais qui se trouvent dans l'enseignement par défaut. Est-ce que ce que tu fais actuellement, ça correspond à ce que tu as aux études que tu as fait et les projets pro que tu avais? Complètement, oui, parce que du coup, j'ai fait des études en RH et aussi de la gestion de projet. Et quand j'étais en alternance, j'étais chargée de recrutement. Et ici, du coup, je suis consultante en recrutement. Donc les missions sont plus élargies quand même en étant ici que dans mon ancienne alternance. Mais oui, c'est quand même ce que j'avais en tête sur tout ce qui est attractivité, tout ce qui est fidélisation. On travaille dessus. On est quotidiennement, en tout cas on a la possibilité quotidiennement d'être au contact avec les agents, d'aller filmer, d'aller préparer un peu de contenu pour pouvoir publier, des choses comme ça. Et en fait c'est très très vaste parce que ça ne s'arrête pas qu'au recrutement en lui-même, ça englobe vraiment plein de choses derrière et c'est ça qui est super intéressant. Et moi j'ai toujours dit que si je reste dans les RH, c'est pas pour être sur un poste purement administratif parce que les RH il y a quand même une partie très administrative et moi c'est vraiment tout ce que je voulais pas. Sauf que là pas du tout, ça bouge quand même et je trouve ça super intéressant. D'accord. Et là, parce que là, en ce moment, on parle beaucoup d'attractivité à Mayotte. Je pense que tu es dans le cœur du sujet, tout ce qui est attractivité, au moins tout ce qui est milieu de la santé. Oui, on est concerné, oui. D'accord. Et encore une fois, juste pour terminer la dernière question, là, c'est la période justement où les jeunes peuvent s'informer sur les types de métiers qu'ils doivent faire, sur Parcoursup justement, en attendant de pouvoir s'inscrire et faire leur choix. Mais là, c'est la période, comme je t'ai dit, où ils peuvent faire leur choix, voir les différents métiers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les cursus qu'ils peuvent faire. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais donner un conseil à un jeune justement qui est au lycée en ce moment, qui pense à son avenir, comment il peut le préparer, comment choisir son avenir, sa carrière pro, quoi? Alors déjà, moi je dirais d'être quand même assez sérieux niveau scolaire parce que c'est vrai que quand on est en classe, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça a après. Et de la concurrence qu'il y aura. Exactement. Et aussi,
enfin, il y en a beaucoup, ils arrivent en métropole, ils sont un peu perdus face à tout ce qui se passe, mais déjà, le fait d'avoir un bon bagage scolaire, ça va toujours les aider, ça va être un plus. Et on a fait en plus des interventions dans des collèges et dans des lycées, et on se rend compte que c'est vrai, certains, ils savent pas en fait ce qui leur attend après. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils se mettent en tête que c'est sérieux cette histoire, et que aujourd'hui, oui, je n'apprends pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, de toute façon, je m'en fiche, mais demain, ça va payer quand on va vouloir accéder à certaines écoles ou certaines formations, c'est les meilleurs qui sont pris. Tout simplement, c'est les meilleurs qui sont pris. Donc déjà, être quand même sérieux dans sa scolarité de manière générale, et essayer de regarder un petit peu, éviter les filières peut-être qui sont trop saturées, mais aussi regarder en fonction de ce qu'on aime forcément. Mais il y en a beaucoup, par exemple, nous ce qu'on rencontre beaucoup à l'hôpital, c'est des gens qui veulent rentrer dans le domaine du paramédical, mais que sur aide-soignant. Et aide-soignant, par exemple, à Mayotte, il y en a beaucoup trop par rapport aux offres qui peuvent être proposées. Donc forcément, demain, là actuellement, il y en a plein qui sont sans emploi parce qu'elles se sont formées ou ils se sont formés en tant qu'aide-soignants, mais malheureusement, on n'a qu'un seul hôpital sur le territoire. Donc c'est compliqué. Il faut aller sur des filières qui sont demandées et où il n'y a pas énormément de personnes justement qui vont sur ces filières-là, parce qu'à coup sûr on trouvera toujours de l'emploi. Après il y a des métiers malheureusement qui sont méconnus, et c'est pour ça aussi je pense que certains ne s'orientent pas dessus, mais si on a la possibilité, voilà, c'est ça, il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'ils aient l'information, et il faut aussi qu'ils commencent à être un peu proactifs un petit peu dans leur recherche, ou vraiment acteurs un petit peu de ce qui se passe, pour justement avoir le plus d'infos possible et se dire ce domaine-là il m'intéresse, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans ce domaine-là, parce qu'on va dire la santé, mais dans la santé il y a des milliers et des milliers de métiers finalement. Il y en a qui vont s'arrêter à infirmier, docteur, mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de choses, il y a vraiment plein de choses, sauf que malheureusement ils sont pas forcément au courant de ce qui est fait. Donc oui, essayer d'avoir le max d'infos possible, essayer vraiment d'ouvrir son champ des possibles, et être ambitieux. Être ambitieux, parce qu'il y en a beaucoup qui se ferment des portes alors qu'ils ont les capacités. Ils pourraient faire de belles choses, ils pourraient faire de grandes études, mais il y en a beaucoup qui se disent non, je ne peux pas. Alors que si, il y a possibilité, et il y a aussi des dispositifs d'accompagnement comme les... comment on appelle ça avec la préfecture ? À chaque fois, j'oublie. Cadre d'avenir. Oui, voilà. Si on a un dossier béton et c'est qu'on a quand même des capacités donc il y a possibilité après de faire de belles choses derrière. Mais il y en a malheureusement qui se bloquent, ou pour des raisons personnelles, ça peut être les finances, etc. La famille peut-être qui ne peut pas assurer derrière, ce qui peut être entendable, mais il y a aussi ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne peuvent pas y arriver, alors que si, ils peuvent y arriver. S'il y en a qui l'ont fait, pourquoi eux ne pourraient pas ? Ça c'est très bien. Et j'ai vu aussi justement pour le CHM qui essaye justement de miser sur la jeunesse mahoraise en octroyant des bourses, non, Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est pas des bourses qui sont destinées qu'aux Mahorais, attention, tout le monde y a droit. En fait, on a identifié des métiers justement sur lesquels on a beaucoup de besoins. On a possibilité de recruter énormément sur ces métiers-là, et il nous manque du personnel. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut proposer des bourses pour les personnes qui sont en dernière année des cursus concernés. Ça, par exemple, toutes les spécialités d'infirmiers, c'est-à-dire infirmier anesthésiste, infirmier du bloc, infirmier puériculteur, puéricultrice. Il me semble qu'infirmier aussi. Il y a aussi des métiers qui sont méconnus, comme on disait, tout ce qui est préparateur en pharmacie hospitalière, manipulateur en radiologie, sage-femme. Donc il y a des bourses qui peuvent être attribuées pour la dernière année. C'est un certain montant qui est alloué entre 10 à 12 mois. Et en contrepartie, en fait, la personne qui bénéficie de la bourse s'engage à venir travailler pour le CHM 3 fois la durée de ce qu'elle a perçu. C'est-à-dire que si on lui a donné une bourse pendant 10 mois, elle s'engage après, en retour, en contrepartie, à venir travailler au sein du CHM au minimum 30 mois. Voilà. Après, soit elle continue si elle a envie de continuer, soit elle ne continue pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui est fait justement pour pouvoir attirer et donner à certains envie de venir travailler au sein du CHM, et puis après pourquoi pas de s'engager sur la durée aussi. Et le montant de la bourse, il est entre 500 et 800 euros, il me semble, selon le parcours qui est suivi. D'accord. Et dernière question, et comment on fait pour vous contacter au niveau du CHM s'il y a des jeunes qui sont dans les métiers de la santé qui veulent postuler au CHM, sur comment on peut trouver les offres qu'il y a, etc. Alors,
Il y a deux processus, enfin deux parcours. Il y a MStaff Mayotte où il y a absolument toutes les offres de l'hôpital. Toutes les offres qui sont disponibles en externe, qui sont publiées. Vous tapez MStaff Mayotte sur Google et vous tombez sur la page du CHM avec toutes nos offres. Et après, sur les métiers comme infirmier, manip radio, sage-femme, médecin, préparateur en pharmacie, je pense que j'en ai oublié, pardon. Tout ça, vous pouvez passer directement par notre service à nous, parce que nous, on travaille vraiment sur ces métiers-là au quotidien. Donc notre service à nous, My Santé Recrutement, et vous pouvez écrire à agence AGENCE PNM pour personnel non médical @chmayotte ou agence PM pour personnel médical @chmayotte.fr. Et on répondra à toutes les interrogations. Ok. Diana, merci beaucoup pour cette interview et on reste en contact pour l'avenir. Hein. Oui, sans souci. Merci à toi. De rien. Au revoir. Au revoir.